va faire un peu la tonique, si on peut dire, de cette rencontre. Elle est très simple, comme d'habitude chez nous, disons. Et un jour, en parlant avec Franck, qui est un ami et client depuis toujours, je vais dire, il m'a dit, on discutait peut-être des dents, et lui, il m'a dit, mais tu sais, il y a une société dantesque qui vient de se créer en France. Je dis, ah, bien, tiens. C'est une belle chose, oui, mais ça serait bien. Pourquoi pas de faire quelque chose à la librairie? À ce moment-là, Franck m'a dit, c'est pas un problème, je m'en occupe. Donc en réalité, la soirée de ce soir est organisée par Franck et par nos amis de la Société Dantesque, M. Bruno Pancha, qui est ici ce soir, et Vincenzo, qui est l'ami que j'ai connu il y a environ un mois, avec lequel on a fait l'invitation et on a organisé cette soirée. Merci encore une fois, M. Panchard d'être ici avec nous, et merci aux deux auteurs, M. Jean-Louis Poirier, qui est l'auteur de Nectus Ultra, Dante et le dernier voyage d'Ulysse, et de Luca Fiorentini, qui est l'auteur du livre Benvenuto da Imola. Moi, je passe tout de suite après la parole à nos invités. En ce qui me concerne, je dirais que bon, c'est toujours un grand plaisir de parler des ventes. J'ai l'occasion aussi souvent et quelquefois d'une façon un peu plus pratique, un monsieur qui est là et qui à 18h30 on a discuté justement des ventes avec lui, il a acheté une traduction, etc. Donc Dante pour moi est un auteur inépuisable, un auteur extrêmement important, comme d'autres, c'est l'auteur. Après l'Ancien Testament, voilà, il y a Dante. Mais l'Ancien Testament, peut-être c'était quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Mais quoi dire d'autre? Sinon que je trouve que l'intérêt du livre de M. Poirier, et je suis, parce que les livres de Luca, malheureusement, je n'ai pas pu encore les lire, mais je crois avoir compris qu'ils se rejoignent dans deux thèmes qui sont peut-être les thèmes dont on discutera ce soir, qui sont l'errance, les voyages, les îles et, disons, la liberté de l'esprit qui est chère à Dante, qui est chère à Ulysse et qui est chère, j'espère, à nous tous ici ce soir. Cela dit, je m'arrête et je passe la parole à notre ami Pacha. Merci à cette librairie que je découvre. Merci aussi à la rue qui a pu porter un témoignage si beau sur la Sicile. Et je suis là pour présenter, animer ce débat, mais peut-être pour vous rappeler que nous sommes ici dans un cercle qui est celui d'une librairie, mais aussi un cercle qui est celui d'une société, une société qui se consacre à l'étude de Dante, au culte de Dante, et qui existe maintenant depuis un an et quelques mois. Cette société a été fondée à Florence à l'époque des anniversaires de la naissance de Dante. Et aujourd'hui, elle essaye de se frayer un chemin entre la philologie, qui permet d'avoir des textes sûrs de Dante, les interprétations qui progressent grâce à cette philologie, et puis les traversées plus personnelles, plus subjectives, plus expérimentales, qui tendent à trouver des significations nouvelles à l'œuvre inépuisable, comme le disait notre ami, à l'instant de cet auteur magicien et infernal à la fois. Alors, nous avons créé cette société, habituellement nous célébrons nos rencontres en Sorbonne, et au fond vous êtes devenu une annexe de la Sorbonne, cher ami, et ça c'est pas si mal, et bientôt un jour on dira que la Sorbonne est une annexe de votre librairie. Ça vous menace largement, et je pense que vous pourrez prendre des informations après la séance sur notre société, sur le site qui nous permet de réunir toutes les informations et mettre à la disposition de tous les savoirs qui nous croisent, que nous croisons. Et je profite donc de la circonstance pour remercier aussi Franck Labrasca, qui fait partie de notre bureau, de même que Manuel Ragnolarati, et tous ceux qui déjà ont participé à nos travaux. Carlos Sola, Irène Rosier, je vais pas pouvoir citer tout le monde, tous parce que ils
par leur présence vivante et par leurs initiatives intellectuelles, ils contribuent au caractère assez particulier de notre entreprise. J'ai l'impression que c'est peut-être un certain rapport à la poésie qui peut se mouvoir grâce à notre initiative. La poésie n'est pas simplement saisie dans son élément vibratoire ou esthétique, mais aussi dans sa force politique, sa force théologique et son témoignage pour cette liberté qui est si cara. Vous l'avez rappelé, et c'est bien là le sens de cette fondation depuis plusieurs années, ou du moins depuis notre année initiale. Alors ce soir, j'ai deux amis à mes côtés, Jean-Louis Poirier, que nous avons déjà mis en scène lors de notre rencontre de la Suite dantesque, et Luca Fiorentini, qui fait partie de notre bureau, et qui représente des forces montantes de la jeune génération de la dentologie. Alors, je vais dire quelques mots sur chacun. Dans l'ordre, je vais commencer par Luca, et ensuite je m'adresserai, lors de la deuxième partie de notre rencontre, à Jean-Louis. Je dois dire tout de suite que je ne vais pas parler précisément de l'œuvre de Luca Fiorentini, parce qu'elle est sortie ces derniers jours, ces dernières heures quasiment. C'est un livre fumant, encore, et je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Enfin, je devine son orientation à la fois historique et philologique. Ah, on va faire entrer les amis qui arrivent. Bonsoir. Il y a quelques places encore sur ce banc. C'est bien. Je pense qu'il appartient à ce mouvement qui cherche à saisir l'envol, au fond, de la gloire de Dante, en le saisissant dans les premiers instants. Vous savez, c'est comme la théorie du mouvement. Ce qui est difficile, c'est pas de penser le deuxième instant, mais c'est de commencer à penser le premier instant. Et c'est ce qu'on appelle l'incipit, qui d'ailleurs a son dernier instant, qu'on appelle le désinit. Incipit, désinit. Eh bien, Luca est un spécialiste de l'incipit de la dentologie. Et il saisit donc les premières vibrations du geste herméneutique qui va être appelé à se développer au cours des siècles et bien sûr des millénaires autour de Dante. Donc, je lis mon papier pour ne rien oublier. Le livre tourne autour d'un grand interprète de ce premier Dante, Benvenuto da Imola. Il nous précisera les dates et les circonstances de sa création. Il est chercheur au sein de la chaire de littérature moderne de l'Europe néo-latine du Collège de France, qui est animée par notre ami Carlo Rossola. Et il a préparé sa thèse de doctorat sous la direction d'un grand dentologue connu, bien sûr, Giorgio Inglese de l'Université di Roma, à la Sapienza. Et ensuite, il a bénéficié d'un soutien financier de l'Istituto Italiano per gli Studi Storici di Napoli, c'est-à-dire le lieu qui procède de l'appartement de Benedetto Croce et de sa merveilleuse bibliothèque. Et ça nous a valu, et ça m'a beaucoup touché, dès la première page de la citation de Di Vico, comment entrer dans l'œuvre de Dante sans avoir l'assise, la vue mythologique de Giambattista Vico. Et donc d'ouvrir son livre avec une pareille autorité, ça me touche très profondément. Et il a ensuite travaillé au sein de l'Université de Paris IV, qui nous accueille souvent et est au centre de notre rayonnement dantesque. Et je remercie d'ailleurs Manuel, qui est un de ceux qui nous permet d'être si bien reçus par la salle des actes de Dante. Alors, Luca, je ne sais pas en quelle langue vous allez parler, en français peut-être On a tous envie de parler italien, mais je pense que nous allons nous tenir à une sorte d'ascèse. Vous pourrez mêler selon vos intuitions quand vous avez envie de parler dans l'une des langues ou dans l'autre, et peut-être que nous aurons le plaisir de voir Dante pousser la porte, puisqu'il n'est pas si loin de la rue du Foire. Luca, vous avez la parole. Je pense que vous allez parler une demi-heure environ. Oui, oui, non, de sens, et faites-nous aimer votre livre. C'est sublime. Alors, à vous. Je tiens à remercier vivement
librairie La Tour de Babel qui a organisé cette présentation, qui est la toute première de mon livre, et bien évidemment aussi la Société Dantesque et Franck Labrasca, qui est l'idée de cette présentation, de ces rencontres, en heureux, bien évidemment. Et Non, mais oui, Mais c'est un micro, monsieur, d'enregistrement, je pense que ce soit un micro d'amplification. ouais. Et donc, merci naturellement à Bruno Panchard pour cette belle introduction. Et oui, en effet, le livre s'ouvre sur une citation de Vico. Parce que j'ai identifié ce passage que je vais lire dans quelques instants comme le point d'arrivée d'une certaine manière de lire la comédie des Dantes, surtout le rapport entre, disons, l'invention poétique qui est à la base de ce texte et la vérité. Le problème de combiner l'idée d'une invention et la recherche en même temps d'une vérité. Le point d'arrivée, je disais, d'une manière de lire la comédie qui a son origine au XIVe siècle et qui trouve, je crois, chez voilà son interprète le plus important, même le plus fort dans un certain point de vue, non seulement pour la grande recherche sur le texte de la comédie qui est à la base de son commentaire, mais aussi pour l'énorme influence que ce commentaire a exercé sur les commentateurs successifs, c'est-à-dire déjà du XVe siècle. Et donc Vico écrivait, c'est un passage célèbre dans les chapitres de la Scienza Nuova dédié à l'œuvre de Dante par rapport à Omère. Il écrivait perché i barbari mancano di riflessione, la quale mal usata è madre della menzogna, i primi poeti latini eroici cantarono storie vere, cioè le guerre romane. E per questa stessa natura della barbarie, la quale per difetto di riflessione non sa fingere, ond'ella è naturalmente veritiera, aperta, fida, generosa e magnanima, quantunque gli fosse dotto di altissima scienza, riposta, in tutto ciò Dante nella sua commedia spose in comparsa persone vere e rappresentò veri fatti dei trapassati, e perciò diede al poema il titolo di commedia, qual fu l'antica dei greci, che come sopra abbiamo detto poneva persone vere in favola. En effet, Benvenuto da Imola, qui est né probablement autour des années 30 du XIVe siècle et qui est mort pendant l'année 1388, a commencé, disons, son activité d'intellectuel, de maître, même s'il ne faisait pas partie d'une école, d'un studium, comme historien. Donc, son premier intérêt était un intérêt adressé aux faits historiques. Et l'une des raisons pour lesquelles son commentaire, disons la dernière rédaction surtout de son commentaire, parce qu'il y en a trois, mais la dernière est celle qui a été lue et diffusée à l'époque, cette dernière rédaction a toujours été objet d'intérêt, surtout pour l'énorme quantité de données historiques qu'elle contient. Il serait suffisant de rappeler que la toute première édition moderne, même si partielle, du commentaire de Benvenuto da Imola a été faite par Ludovico Antonio Muratori, celui qui a créé la grande collection de Rerum Italicarum Scriptores, cette célèbre et encore aujourd'hui fondamentale collection de sources pour l'histoire médiévale italienne. Et Ludovico Antonio Muratori avait inséré parmi les auteurs de cette collection Benvenuto da Imola, parce qu'il avait retrouvé dans son commentaire une énorme quantité de pages dédiées à l'histoire médiévale qui, à son sens, était intéressant et probablement contenait de données nouvelles, donc des informations nouvelles. Donc quand j'ai commencé à travailler sur le commentaire de Benvenuto da Imola, j'étais moi aussi intéressé surtout à cet aspect de son commentaire, c'est-à-dire à l'énorme
disponibilité à la narration des événements qui caractérise son œuvre exégétique. Et en effet, c'était George Inglese qui m'avait suggéré de travailler sur cela pour voir si, en effet, chez Benvenuto, on pouvait retrouver quelque chose de nouveau par rapport à toute la grande quantité de références historiques qui sont présentes aussi dans la Comédie de Dante. À l'époque, George Inglese était en train de compléter son commentaire sur Dante. Donc moi, j'ai commencé à travailler sur ce texte, à isoler tous les passages intéressants de ce point de vue et à chercher les sources de Benvenuto da Imola. Et en effet, dans la plupart des cas, ces sources sont saisibles, on peut les retrouver facilement. L'un des auteurs que Benvenuto suit le plus souvent pour reconstruire l'histoire de Florence du XIIIe siècle est le plus célèbre des chronistes de Florence de l'époque, c'est-à-dire Giovanni Villani. Il n'y a pas seulement Giovanni Villani, il y a aussi Ricobaldo da Ferrara, qui est un autre important historien, pas seulement l'histoire médiévale, l'histoire de son temps, mais aussi l'histoire romaine de l'époque. Et donc, disons, dans certains points de vue, j'étais un peu déçu, parce que finalement, il n'y avait rien de nouveau dans ces commentaires, tout était déjà attesté ailleurs. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à me demander pourquoi cet intérêt pour les histoires, pourquoi cet intérêt pour les faits qui sont à la base des souvenirs de ces mêmes faits dans la comédie. À quelle idée, finalement, du poème correspond cette impostation herméneutique dans laquelle l'objet privilégié de l'interprétation sont les événements, les faits, les histoires. Et donc ce livre essaie un peu de répondre à cette question. Il y a dans ce livre 3 parties, 3 chapitres, disons, qui ont à leur tour une articulation interne dans le chapitre que j'ai dit. Et la première partie est dédiée notamment à établir quel est, selon Benvenuto da Imola, et si par rapport à toute première réception de la Comédie de Dante, le sens ultime de ce texte. Quelle est son allégorie fondamentale, mais aussi quel est son sens littéral. Parce que normalement, on serait, je crois, on aurait la tendance à penser que le thème, le sujet, l'argument fondamental de la Comédie de Dante est le récit d'un voyage. C'est quand on dire en 2 mots quel est l'argument fondamental de la comédie, je crois qu'on répondrait en disant la Comédie de Dante raconte le grand voyage de Dante. Eh bien, chez les tout premiers commentateurs de Dante, on trouve une définition du sujet, de l'argument fondamental de la comédie complètement différente. Il n'y a aucune référence au voyage, au motif, disons, narratif du voyage, mais le subjectum est identifié déjà dans le titre Passion Grande, qui est le point de départ de l'exégèse ancienne de la comédie, dans le status des âmes après la mort, le statum post-mortem. Et donc, si l'essence littérale est l'état des âmes après la mort, c'est-à-dire la représentation de l'au-delà, quel est le sens allégorique de cette représentation? Les premiers chapitres de mon livre est dédié un petit peu à la discussion sur ce point. Normalement, les exégètes, les tout premiers interprètes de la Comédie de Dante nous invitent à reconnaître dans la figuration de l'au-delà une image allégorique de la vie terrestre, des 3 types différents de vie terrestre, la vie des pécheurs, la vie de ceux qui sont en train de se purifier des purgatoires, et la vie des bienheureux, de ceux qui ont déjà reçu, disons, reçu une sorte de félicité. Mais quelle est l'origine de cette clé, de cet jeu des miroirs, disons, entre les vivants et les morts, qui est reconnu comme, disons, le point de départ de toute interprétation de la Comédie de Dante.
eh bien, il s'agit d'une clé interprétative dont les racines s'éloignent très loin dans les temps. Parce que, par exemple, déjà chez Servius, le célèbre commentateur de l'Énéide de Virgile, on lit que omnia quid inferis fingitur hic sunt, sont dans notre monde. Il est très intéressant de retrouver, par exemple, dans l'exégèse ancienne de la Comédie des Dantes, la reprise d'une clé interprétative concernant la poésie qui a comme objet l'au-delà, qui a son origine dans, disons, un milieu culturel dans lequel l'idée même de l'existence de l'au-delà était niée. Parce que Servius, en reprenant Lucrèce, nous invite à lire la représentation de l'au-delà virgilienne comme une allégorie, parce qu'il n'y a pas d'au-delà, il n'y a pas une vie après la mort. Donc il est déjà assez curieux de retrouver par rapport à Dante la mise en valeur d'une clé interprétative qui n'a rien à voir avec l'idée même qui est à la base de la comédie. Mais, disons, d'un côté, l'intérêt pour l'état des âmes après la mort, donc pour la représentation allégorique des âmes des vivants. De l'autre côté, là, je dirais la mise au marge de la dimension proprement eschatologique de la comédie. Parce que, comprenons que si les images de l'au-delà que Dante nous offre sont des images de la vie terrestre, eh bien, où est la vie après la mort dans ces textes? Où est l'intérêt concret pour ce qui se passera quand les âmes prendront congé des corps? À partir de ces bases, la lecture de Benvenuto da Imola, qui est, disons, orientée surtout à cette dimension proprement terrestre de la représentation dantesque de la vie, tire son origine. Et donc, à partir de cette prémisse idéologique, disons, la grande disponibilité à la narration devient presque automatique, parce que s'il n'y a pas d'autres histoires qui sont intéressantes pour ceux qui lisent le poème que les histoires des vivants, oui, naturellement, dans cette énorme quantité d'excursus narratifs, il y aurait plusieurs remarques à faire, parce que on n'a pas seulement l'histoire du Moyen-Âge aussi, on a aussi l'histoire ancienne, on a aussi la grande tradition de la mythologie que Benvenuto da Imola a interprétée selon la ligne ébénériste comme une tradition littéraire qui avait son tour à la base des faits réels, des événements réels. Et donc, vraiment, devant cette constatation herméneutique qui vise un petit peu à réduire tout ce qui est peut-être un peu plus fascinant de la représentation offerte par Dante dans la comédie, il est intéressant de comprendre quel était finalement le rôle de cette représentation. Pourquoi cette fiction dans l'au-delà si le but est celui de raconter la vie des hommes, si le but est aussi de transmettre la mémoire des événements récents parfois. Et donc j'ai essayé, disons, de parcourir ces deux schémas et d'un côté offrir au lecteur éventuel de ce livre tous les données que j'avais retrouvées sur les sources de Benvenuto da Imola, sur la construction de ces narrations, mais en même temps cette tension continue qui vient de cette question, c'est-à-dire comment une œuvre poétique, une œuvre qui a à la base, disons, une invention, peut transmettre des vérités, peut transmettre une vraie mémoire des événements. Et la réponse, il y a plusieurs réponses naturellement chez Benvenuto da Imola à cette question, mais
images que Dante nous offre dans son texte sont des images dont l'origine peut être toujours reconnue à la vie terrestre. Des images des châtiments, par exemple, qui représentent les douleurs qui automatiquement arrivent quand on s'abandonne au péché. Les images de la souffrance que Dante nous offre à l'enfer ne sont que des représentations psychologiques, des traductions en images des processus psychologiques des pécheurs. Mais Benvenuto, poursuit parfois encore plus loin dans cette réduction, on sait dire, de la figuration dantesque à la vie terrestre. Et les rôles, de la mémoire historique a, dans ces cas-là, une importance encore plus grande. Parce que, par exemple, Benvenuto essaie souvent de retrouver dans les sources historiques des éléments qui puissent justifier la représentation dantesque. Donc, par exemple, il y a le livre se termine sur l'un des passages les plus intéressants, disons, pour les historiens du commentaire de Benvenuto de Imola, c'est-à-dire la révocation de l'histoire de Dolcino du sang. Parce qu'en effet, Benvenuto nous raconte aussi des particuliers de la vie, de l'enfance même, de ce célèbre frère hérétique qui n'ont pas d'autres attestations. Là, c'est l'un des rares cas où Benvenuto est une source, disons, pas directe, évidemment, mais quand même originale, sur un certain événement. Et, disons, la révocation de l'histoire de Dolcino est particulièrement importante parce que Dolcino a été tué à la fin, disons, de son activité hérétique par la justice séculaire avec, disons, avec des modalités qui rappellent les peines, les châtiments auxquels sont soumis les séminateurs du schisme de Dante. Donc, il avait été coupé en morceaux et brûlé. Donc, dans cet élément attesté dans l'histoire, Benvenuto retrouve la justification de l'invention et donc il peut conduire l'invention même à une vérité attestée d'une certaine manière. L'intérêt proprement historique de ce commentateur se réalise dans ce type d'interprétation et dans cette station exégétique, il peut d'une certaine manière réduire l'importance de la fiction. On comprend en lisant son commentaire que pour Benvenuto la question de la fiction, de l'invention était une question problématique. Pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire comment mettre, disons, ensemble la vérité et l'invention. Benvenuto n'était pas un lecteur de... Oui, il était le lecteur de Dante, mais il était aussi le lecteur de Lucan, de Valère Maxime, et il était intéressé surtout à trouver des signifiés moraux dans les textes qu'il lisait, mais comme un historien, donc des signifiés moraux liés à une vérité documentée d'une certaine manière. Naturellement, cette manière de lire Dante appartient à Benvenuto da Imola, mais nous pouvons aussi la reconduire à un contexte qui est celui de la toute première diffusion et réception de la comédie, qui devient tout de suite une sorte de champ de bataille, comme aujourd'hui dans certains points de vue, parce que il n'y a pas de lecture innocente de la comédie, ni aujourd'hui, je pense, ni à l'époque. L'œuvre de Dante commence à se diffuser dans une période historique qui est déjà complètement différente par rapport à l'époque dans laquelle Dante a vécu. Ou la réflexion, par exemple, sur les rôles de la poésie
avait changé complètement, surtout grâce à l'œuvre et l'activité de Pétrarque. Et Pétrarque est vraiment présent dans la première réception de la comédie, toujours comme une sorte de fantôme qui a établi des critères qui normalement ne permettraient pas à la comédie d'être considérée comme une vraie œuvre poétique, parce que l'un des critères de Pétrarque est naturellement la langue, et la vraie poésie ne peut qu'être écrite en latin, et littéraire n'est pas la langue de la vraie poésie selon Pétrarque. Et donc, nous retrouvons chez tous les commentateurs anciens de la comédie une sorte de défense de Dante qui ne peut pas faire abstraction complètement de l'influence de Pétrarque. Donc, d'un côté, nous avons Boccace, par exemple, qui essaie de combler, disons, de compenser ces problèmes, la langue vernaculaire dans laquelle la comédie a été écrite, en cherchant avec obstination des signifiés cachés de la comédie. Donc, en attribuant à la comédie un statut, on sait dire, exotérique, sectaire, qui permettrait dans les sens idéologiques de Boccace de, disons, restituer à cette œuvre les caractères élitistes, pour ainsi dire, que le choix de la langue vernaculaire avait compromis. Le cas de Benvenuto da Imola est intéressant parce que Benvenuto da Imola était un ami de Boccace. Il a très probablement conçu l'idée d'écrire un commentaire et de donner des cours sur la comédie après avoir été présent comme auditeur au cours sur la comédie de Boccace, donné à Florence pendant l'hiver 1373-74. Mais, disons, et en même temps, il était aussi pas ami, mais il connaissait assez bien Pétrarque, qui lui a adressé d'ailleurs une lettre. Et Benvenuto a aussi commenté l'école de Carne de Pétrarque, et dans son commentaire, on trouve pas mal d'anecdotes sur Pétrarque, parfois c'est amusant. Mais même si il devait faire face, disons, même censure à laquelle avait déjà fait face Boccace, il choisit une ligne interprétative complètement différente. Pour Benvenuto da Imola, il n'y a aucun signifié caché dans la comédie de Dante. La comédie de Dante est par contre une œuvre dont la valeur morale est la plus grande possible pour son accessibilité, pour le fait que ces signifiés sont transmis à travers les histoires, à travers les récits, à travers la foule de ces personnages, la foule de ces personnages que Dante a insérés dans sa fresque de l'au-delà. Et par rapport à la question de la langue, Benvenuto qui écrivait son commentaire en latin, même s'il s'agit d'un latin qui n'a rien à voir avec les modèles de Pétrarque, et qui est, disons, l'une des raisons pour lesquelles le commentaire de Benvenuto est assez agréable à lire, parce qu'il s'agit d'un latin qui est presque, disons, exemplé sur la langue vernaculaire, aussi bien d'un point de vue syntactique que d'un point de vue lexical. Donc, étonnant de lire ces latins qui semblent vraiment la traduction de la langue populaire. Benvenuto, par rapport au choix linguistique de Dante, n'avait aucune perception d'un problème d'ordre poétique. Et les vrais problèmes causés par Pétrarque sur la lecture de la comédie de Benvenuto da Imola concernent une autre question plus subtile peut-être, et je termine sur cela pour aussi la question. Concerne une autre question plus subtile. Pétrarque, dans plusieurs œuvres, surtout dans les invectives et dans ses Rerum Memorandarum Libre, qui est une œuvre que Benvenuto connaissait, disons, désigne à plusieurs reprises les présents, les temps présents, comme disons, une dimension historique que la poésie ne peut pas parcourir. Parce que le présent est la dimension continue.
qui dans ses lettres aussi, il répond plusieurs fois à ses interlocuteurs qui l'accusent de recourir trop souvent d'exemples anciens, en disant que, voilà, les grands exemples sont importants et, disons, offrent un vrai enseignement parce qu'ils n'ont rien à voir avec la misère du présent et surtout, ils offrent disons, des cas typiques. Il n'y a rien de problématique, il n'y a rien de continu. Cette censure, on peut dire, du présent, qui devient l'espace insaisissable pour la poésie, chez Pétrarque, est naturellement un problème que Benvenuto devait affronter en lisant un texte comme la comédie, dans lequel, pour la première fois, le personnage du présent, du passé récent, était convoqué comme protagoniste. Et donc, dans les récits de Benvenuto qui concernent surtout les personnages présents, passé récent de la comédie, on trouve toujours des références, parfois très subtiles, à des grands exemples de l'Antiquité, pour, disons, montrer comment les histoires que Dante a choisies n'ont rien en moins par rapport aux grands portraits offerts par la nature classique. Et je crois que dans cette obsession, presque, parce que si nous lisons ce commentaire, à la fin de chaque excursus ce qui concerne un personnage moderne, il y a toujours des exemples anciens cités pour montrer que, disons, il y a des précédents de ces événements, il y a des précédents de ces actions. Et bien, dans cette obsession, je crois qu'on peut reconnaître une réponse à Pétrarque. Il y a tout ce que, comme Pétrarque, considérait la comédie comme une émanation d'un présent peu intéressant pour la poésie et trop mélangé avec oui, naturellement, il y a d'autres choses. J'ai dédié la première partie de ce chapitre à la définition de l'allégorie fondamentale, par rapport avec l'exégèse précédente, et après, la deuxième et la troisième partie s'intitule, le deuxième chapitre s'intitule L'urgenza della realtà e lo spazio delle storie, et qui concerne surtout les histoires tirées du grand patrimoine mythologique. Et le troisième chapitre s'intitule L'elaborazione letteraria delle fonti storiografiche e cronistiche, et c'est le chapitre dédié surtout aux histoires modernes. Là, il y a aussi, par exemple, deux chapitres à l'intérieur de ce grand chapitre sur les vies de Dante, contenues dans les commentaires de Benvenuto. Pas des vraies biographies, disons la plupart des données que Benvenuto offre à ses lecteurs sont tirées du Trattatello de Lucas, mais il y a aussi des anecdotes qui n'ont pas de sources, et il y en a deux surtout qui sont très beaux aussi et très intéressants, parce qu'il s'agit d'anecdotes qui essaient de retrouver dans la vie de Dante, disons, les signifiés fondamentaux de son œuvre. Et voilà. Donc ça c'est un peu une synthèse, une forte synthèse de Merci Luca pour merci Luca pour la reconstitution de ce commentaire que vous avez su montrer à la fois décevant et constructif, profondément constructif, et profondément capable d'enchaîner d'autres formes de lecture du Dante. Je voulais en parler, vous remercier de la citation de Servius, qui est vraiment saisissante, et donc tout ce qui est
imaginer à propos de l'enfer ne concerne que le lieu présent ou l'état présent. Oui. Ce qui va très loin, aussi bien pour l'exégèse de Virgile que pour celle de notre auteur. Vous avez aussi, au fond, montré la résonance avec l'idée de Vico, puisque l'idée de Vico, c'est que dans l'âge héroïque, barbare même, revenu, nous ne pouvions pas supposer, au fond, une imagination qui aille au-delà des faits réels, parce qu'il manque une liberté propre au sujet moderne chez des anciens, et qu'il leur faut créer le mythe avec des faits historiques. À ce sujet, on pourrait, on va en reparler, je pense que la discussion va s'organiser quand les deux exposés vont être développés, mais je voulais juste avoir une illustration de votre part. Est-ce que, pour continuer ce parallélisme entre cette approche de Dante et celle que Vico présenterait, vous pourriez supposer qu'il y a l'idée chez Benvenuto aussi de trois états de la vie historique, c'est-à-dire l'enfer pour représenter les événements violents, le purgatoire pour les formes de pacification que la vie sociale propose, et le paradis comme, au fond, une idée eschatologique, mais historique, je vais dire ici. Est-ce qu'il y aurait cette lecture historique globale en germe dans Benvenuto? Je pense que non, parce que, disons, selon cette clé interprétative qui n'est pas, disons, qui n'est pas inventée par Benvenuto, mais Benvenuto utilise d'une manière systématique, les trois états sont toujours présents, parce qu'ils n'appartiennent pas au devenir de l'histoire, mais à chaque moment de l'histoire terrestre. Par rapport, disons, à la succession des trois états, donc l'état du péché, l'état de purification et l'état de bonheur, il y a quand même des remarques intéressantes à faire par rapport à la déformation de l'éthique dantesque qu'on trouve chez Benvenuto da Imola et qu'on peut reconduire encore une fois à Pétrarque. Parce que, si, selon Benvenuto, les âmes, disons, de l'enfer sont des représentations allégoriques des vivants, des âmes encore unies au corps, qui vivent dans le péché. Et les âmes du purgatoire sont par contre les représentations allégoriques des âmes encore unies au corps, qui ont entrepris un parcours de purification. Selon Benvenuto da Imola, les âmes du paradis figurent les âmes qui, dans ces mondes, a déjà obtenu les bonheurs parfaits, mais qui sont concrètement ceci. Et Benvenuto da Imola nous dit qu'il s'agit des ermites, de ceux qui vivent dans un état de solitude complète. Donc Benvenuto, par exemple, refuse d'identifier colui che fece per verità il gran rifiuto avec Célestin de Sancq, parce que chez Pétrarque, et plus précisément dans les De Vita Solitaria de Pétrarque, il disait qu'au contraire, Célestin de Sancq n'était pas tout un pécheur, mais c'était quelqu'un qui avait volontairement refusé la chair papale pour retourner à la perfection de la vie contemplative solitaire. Naturellement, il s'agit d'une déformation remarquable de la pensée authentiquement aristotélicienne et donc par rapport à ces points, c'est-à-dire le fait que la perfection n'est pas dans la suppression des passions, mais dans la méditation. Mais qui, disons, qui dérive de la lecture de Pétrarque. Et donc, par exemple, les pages du commentaire de Benvenuto dédiées à l'histoire de Célestin sont tirées précisément des Vita Solitaria. C'est assez intéressant à ce sujet, le fait que, par exemple, chez Pietro Alighieri, qui est l'un des fils de Dante, qui nous a laissé 3 rédactions, lui aussi, de son commentaire sur le poème de Dante, ce commentaire de Pietro Alighieri est précédent par rapport à celui de Benvenuto et il s'agit d'une source importante pour Benvenuto da Imola. Eh bien, déjà Pietro Alighieri, qui avait connu Pétrarque, probablement, mais à la même époque, identifie les 3 royaumes de l'au-delà comme les allégories des 3 types d'élites dont Aristote parle dans l'éthique. Donc la vie
voluptuosa, l'enfer, la vie active ou civile, le purgatoire, et la vie contemplative et solitaire, c'est-à-dire le paradis. Et dans cette distinction, évidemment, de toute évidence, la vie active est considérée une vie positive, mais inférieure à la vie contemplative. Et la vie active chez les trois rivières est la vie des citoyens, de ceux qui, disons, agissent dans une communauté. Par contre, les âmes parfaites sont les âmes de ceux qui ont abandonné les réseaux sociaux. Et voilà, ça c'est remarquable des formations de la pensée des hommes. Ça va très loin en effet. Merci. Je mets en attente la discussion sur Béatrice, parce que là, il va falloir que vous donniez l'image de Béatrice qui est compatible avec cette partition de l'œuvre. Et je me tourne vers mon autre voisin, que je salue, Jean-Louis Poirier. Vous êtes l'archétype du professeur de Cagne. Vous avez porté la Cagne d'Henri IV pendant de nombreuses années. Et vous cachiez bien votre intérêt ontologique, puisque vous passiez pour ce que vous étiez, spécialiste de philosophie antique et de tous les grands problèmes de ce qu'on appelle la philosophie générale. Et puis, vous avez dévoilé un intérêt non seulement de fréquentation de Dante, mais de création. Et vous êtes une autre version du rapport que la société dantesque peut entretenir avec Dante, puisque vous avez proposé, non pas exactement un parcours au sein de la philologie dantesque, mais une création intellectuelle et conceptuelle, une lecture constructive de l'œuvre de Dante. Je vous donnerai la parole en insistant juste sur peut-être le point qui m'a plus frappé en lisant votre livre, c'est sa dépendance féconde à l'égard de Coiré et de l'opposition entre un monde clos et un univers infini. Si j'ai bien compris la thèse que vous défendez, vous faites d'Ulysse le personnage clé de notre approche. Vous faites d'Ulysse celui qui est encore dans un monde clos, mais qui déjà travaille au fond les espaces géographiques de telle façon que des formes d'infinitude